La fin de 1984 de George Orwell est sans doute l'une des choses les plus glaçantes jamais écrites. C'est la description clinique de la démolition d'un esprit. On va donc voir ensemble comment, au cœur du ministère de l'amour, le parti déconstruit un homme, Winston Smith, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste absolument plus rien. Au ministère de l'amour, il n'y avait pas de fenêtre. Tout commence avec cette phrase. C'est simple, mais ça pose le décor immédiatement. Orwell nous enferme avec Winston dans un lieu conçu pour désorienter et briser. Pas de jour, pas de nuit, aucune prise sur le temps. La seule et unique réalité, c'est celle que le parti décide d'imposer. Ironiquement, on lui avait promis le lieu où il n'y a pas de ténèbres. Il se retrouve piégé dans un cauchemar de lumière artificielle qui ne s'éteint jamais. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour guérir Winston? C'est un processus en 3 étapes bien précises. La première, ils appellent ça l'apprentissage. Mais attention, ça n'a rien d'intellectuel. L'objectif, il est simple, il est brutal. Il s'agit de briser le corps pour ensuite pouvoir s'attaquer à l'esprit. Dans les cellules, Orwell nous montre un contraste qui fait froid dans le dos. D'un côté, il y a les criminels de droit commun. Ils sont bruyants, presque à l'aise, on dirait. Ils connaissent le système. Et de l'autre, les prisonniers politiques. Eux, ils sont silencieux, pétrifiés de peur. Et pour cause, pour un crime par la pensée, il n'y a pas de règle, pas de limite à la punition. La terreur est totale. Et au milieu de cette angoisse, il y a un nom qui revient, chuchoté. Une rumeur qui glace le sang. La chambre 101. Personne ne sait exactement ce que c'est, mais le simple fait d'entendre ce nom suffit à faire craquer les plus durs. Orwell installe déjà cette menace d'une horreur absolue, mais encore totalement inconnue. Et là, c'est le choc. O'Brien, cet homme que Winston pensait être un allié, un membre de la résistance, entre en scène, mais pas en sauveur, non, en tortionnaire. Le premier coup de matraque est une véritable révélation, et avec lui une leçon, la vérité fondamentale du parti. Face à la douleur, il n'y a pas de héros. Tous les idéaux, la loyauté, le courage, tout ça, ça vole en éclats. Bon, le corps est brisé. Maintenant, le parti peut passer à la suite. La deuxième étape, la compréhension. Là, il ne s'agit plus seulement de faire mal, il s'agit de rééduquer l'esprit. Une forme de torture psychologique bien plus sournoise se met en place. C'est O'Brien lui-même qui expose sa méthode, froidement, comme un médecin. Ce n'est pas de la violence pour rien, c'est un protocole. D'abord, l'apprentissage, par la douleur. Ensuite, la compréhension de l'idéologie du parti. Et pour finir, l'acceptation. L'acceptation totale, au plus profond du cœur. C'est ce côté méthodique, presque scientifique, de leur tyrannie qui est le plus terrifiant. Et l'objectif final est absolument dément. Le parti, il ne veut pas juste tuer ses opposants, comme les dictatures d'avant. Non, leur ambition, c'est de les convertir. Ils veulent s'emparer de l'esprit, le vider complètement et le remplir avec leurs propres idées. L'opposant doit se renier lui-même, sincèrement, avant d'être éliminé. On arrive maintenant à l'une des scènes les plus connues de toute la littérature. O'Brien lève 4 doigts et il demande « Combien de doigts est-ce que je lève, Winston ?» La question semble simple, mais c'est une attaque directe contre la notion même de vérité. La réalité objective n'a plus d'importance. Et voilà le véritable but de la torture. Il ne s'agit pas de forcer Winston à dire que 2 et 2 font 5. Non, c'est bien plus pervers. Il s'agit de lui faire croire. La douleur devient un outil pour débrancher l'esprit de la réalité. Si le parti dit que la réponse est 5, alors la réalité elle-même doit changer. Mais comment c'est possible? Eh bien, c'est le cœur de la philosophie du parti. Pour eux, il n'y a pas de réalité extérieure, objective. La réalité, elle n'existe que dans l'esprit. Et comme l'esprit d'un seul individu est fragile et mortel, la seule vraie réalité, c'est celle de l'esprit collectif du parti, qui, lui, est immortel. En contrôlant la pensée, il contrôle tout. La grande question, évidemment, c'est pourquoi? Pourquoi un tel acharnement, une telle cruauté? La réponse que donne O'Brien est sans doute la chose la plus effrayante de tout le livre. C'est la motivation pure et dure du parti. Le parti recherche le pouvoir pour le pouvoir. La phrase tombe comme un coup près. C'est tout. Il n'y a pas de cause plus grande, pas de projet de société, pas de bien commun. Le pouvoir n'est pas un moyen pour arriver à une fin. Le pouvoir est la fin. La logique est circulaire et absolument terrifiante. L'objet de la persécution, c'est la persécution. L'objet de la torture, c'est la torture. Et l'objet du pouvoir, c'est le pouvoir. La souffrance, ce n'est pas un dommage collatéral, c'est le moteur. Le pouvoir n'est réel que quand on l'exerce sur quelqu'un d'autre, en lui infligeant douleur et humiliation. Imaginez une botte piétinant un visage humain pour l'éternité. C'est l'image la plus brutale, la plus célèbre du roman. Le futur n'est pas une utopie. C'est une domination sans fin,
juste pour la sensation pure de dominer. Un cauchemar qui se répète encore et encore. Et pour achever le travail, O'Brien le force à se regarder dans un miroir. Winston ne voit plus un homme, un rebelle. Il voit une créature squelettique, sale, cassée. Son corps en ruine, c'est le reflet de son esprit. C'est la preuve vivante que l'individu seul ne peut absolument rien contre le parti. Et pourtant, au fond de lui, Winston s'accroche à une dernière petite chose, un dernier secret. Je n'ai pas trahi Julia. Il se dit que même s'il a tout avoué, son amour pour elle, son cœur, ça, ils n'ont pas pu le toucher. C'est son dernier petit bout d'humanité. Sauf que, pour le parti, ça ne suffit pas. L'obéissance, ce n'est pas assez. Pour que la guérison soit complète, il faut détruire ce dernier bastion. Le cœur lui-même doit être conquis. C'est la troisième et dernière étape, l'acceptation. Et c'est là qu'on l'emmène dans la fameuse chambre 101. Le secret est enfin révélé. Ce n'est pas une machine à torturer standard, c'est une horreur sur mesure. C'est la pièce qui contient la pire chose au monde. Et cette chose, elle est différente pour chaque personne. Pour Winston, ce sont les rats. Face à sa plus grande peur, à une horreur insoutenable, l'instinct de survie prend le dessus et anéantit tout le reste. Le dernier rempart de Winston explose dans un cri. « Faites-le à Julia, pas à moi !» C'est plus qu'une confession, c'est une trahison totale, viscérale. À cet instant, il ne se contente pas de la sacrifier, il veut qu'il lui fasse du mal, du moment que ça l'épargne lui. Après cette trahison ultime, c'est fini. La guérison est terminée. Le résultat, l'homme qui sort de là n'est plus Winston Smith. C'est une coquille vide qui a été entièrement remplie par l'idéologie du parti. Leur retrouvaille, c'est d'une tristesse infinie. Ils se croisent au café. Ils s'avouent mutuellement qu'ils se sont trahis. Mais il n'y a rien. Pas de colère, pas de larmes, même pas de regret. Les émotions ont été cautérisées. L'amour, leur seul et unique acte de rébellion, n'existe plus. Assis seul, Winston finit par tracer machinalement dans la poussière sur sa table « 2 + 2 = 5 ». Ce n'est même plus un acte de soumission, c'est un réflexe, c'est devenu une vérité. La guérison est totale. Il n'obéit pas seulement, il croit. Mieux, il aime Big Brother. La vieille chanson du marronnier est devenue la chanson de leur histoire. Je t'ai vendu, tu m'as vendu. La lutte est terminée. Il a remporté la victoire sur lui-même. En nous laissant sur cette image d'une âme entièrement conquise, Orwell pose une question terrifiante. Si notre monde intérieur, nos convictions les plus profondes, peuvent être envahis et réécrits, où est-ce qu'elle se trouve la vraie liberté ?